Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier Zoom métier de l'année 2021. Ce Zoom métier est organisé donc dans le cadre du projet Cogite piloté par la Cité de la Solidarité Internationale en partenariat avec Bioforce et la Cité des métiers du Grand Genève, centre associé d'Annemasse. Je suis Driss Agoun, chargé de communication de la Cité de la Solidarité Internationale. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir en compagnie de Brigitte Louison, Marion Fabre et Cécile Borey, qui se présenteront elles aussi tout à l'heure. Madame Cécile Borey est responsable de la Cité de la Solidarité Internationale. Donc je vais lui laisser prendre la parole pour, euh, pour se présenter à vous. Alors, moi, je suis donc diplômée d'un master en droit international, pénal et humanitaire. Donc, je me suis d'abord voilà, intéressée aux questions de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Donc, voilà, une formation, tu parlais tout à l'heure, Brigitte, d'une formation très théorique. Pour le coup, je pense que en termes de théorie, le droit, c'est voilà, ça s'y prête pas mal. Donc, voilà, un master en droit et puis un stage à l'A.E., au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Donc j'étais missionnée sur plusieurs cas. Donc voilà, en assistance à un juge. Donc je faisais partie d'une équipe de rédaction d'un jugement. J'analysais voilà, tout un tas de témoignages de victimes à la fois sur le conflit en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Donc voilà, quelque chose de très théorique et très éloigné finalement du terrain. Et c'est suite à ce stage finalement que je me suis dit, est-ce que j'avais vraiment envie d'analyser ces témoignages ou est-ce que j'ai envie de prendre part peut-être à des actions plus concrètes sur le terrain. Et c'est pour ça que j'ai repris mes études à la suite de ce master et de ce stage. J'ai repris mes études et j'ai réalisé un master en coordination de projet. Donc le même master que Marion à l'IRIS, donc l'Institut de Relations internationales et stratégiques donc, qui est à Paris, où là, j'ai acquis pour le coup des compétences beaucoup plus voilà, pratico-pratiques, transversales, comme la coordination de projet par exemple, la gestion d'un budget, etc. Et suite à cette formation-là, alors moi, j'ai pas fait un VSI ni un volontariat de service civique à l'international, j'ai fait un volontariat de service civique en France. Dans une ONG support qui s'appelle Carte ONG. Et en fait, cette opportunité-là, donc c'est une ONG qui est assez agile, qui est assez petite, mais ça m'a permis en fait de développer un projet et de le faire financer derrière et de financer mon poste. Donc c'est un parcours assez atypique au final, mais qui m'a permis de beaucoup gagner en autonomie et en compétences aussi, puisque derrière, il fallait aller chercher des fonds et gérer ce projet que j'avais monté un petit peu de toutes pièces avec cette ONG qui m'a donné aussi la chance de le faire. Donc, je me suis intéressée à la thématique de la migration. Donc, je venais animer des ateliers participatifs avec des personnes en situation de migration, donc demandeurs d'asile et réfugiés statutaires. Et pareil, voilà, c'est assez atypique parce que cette opportunité-là et ce poste de coordinatrice de projet dans une ONG m'a permis de fil en aiguille d'être missionnée sur d'autres projets, notamment un projet en Haïti que j'ai coordonné avec l'ONG CARE et ONU Femmes sur, pareil, des ateliers participatifs avec des communautés de femmes qui avaient été victimes de violences dans leur quartier, voilà, dans un quartier d'une ville en Haïti. Donc voilà, je suis allée pour l'ONG CARE plusieurs fois en Haïti dans un cadre voilà, de support, puisque mon ONG était une ONG support et pas opérationnelle. Mais tout ça pour vous dire que finalement, voilà, j'ai commencé avec un service civique français, franco-français, et puis de fil en aiguille aussi, mes missions ont évolué au sein de l'ONG. Donc c'est assez, je pense, original et atypique, mais comme quoi, il n'y a pas de parcours voilà, idéal. Et ça fait maintenant 1 an que je suis à la CSI, à ce poste de responsable. Voilà. Je passe tout de suite la parole à Marion qui va se présenter. Bonjour à tous et bienvenue à ce Zoom métier. Donc, je m'appelle Marion Fabre et je suis chargée de mission partenariat et innovation à la Cité de la Solidarité Internationale. Donc, pour vous faire le lien entre mon parcours et ce Zoom métier, en fait, moi, je suis formée, j'ai une formation d'une école de commerce et après, j'ai fait une formation en relations internationales, mais avec une spécialisation en gestion de projets humanitaires. Et j'ai notamment travaillé pendant cette formation sur l'intégration, l'adaptation au changement climatique dans les ONG.
Et j'ai, donc ça, c'est mon parcours scolaire et académique. Et pour mon parcours professionnel, j'ai travaillé pendant 4 ans en ONG, d'abord pendant 1 an et demi au siège d'ONG, donc en France. J'ai d'abord travaillé pour Handicap International, qui est maintenant Humanité et Inclusion, sur du contrôle de gestion, donc vraiment sur la partie financière. Et ensuite chez CARE, sur un pôle qui travaille sur l'entrepreneuriat social, donc chez CARE France. Et ensuite, je suis partie sur le terrain. Alors, vous l'aurez compris, de par ma formation, j'avais un profil généraliste, mais je suis partie sur le terrain et je me suis un peu spécialisée dans la santé. J'ai d'abord travaillé à Madagascar avec une ONG qui s'appelle Santé Sud, donc principalement sur des projets de renforcement du système de santé. Et ensuite, je suis partie en Guinée avec une ONG qui s'appelle Alima, où là, on travaillait à la fois sur du renforcement de système de santé, sur des projets de recherche aussi médicale, notamment sur Ebola, puisqu'il y avait eu une épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Et puis, avec la pandémie Covid, sur des projets d'urgence et de riposte épidémique, liés à cette pandémie. Et je suis rentrée en France et donc j'ai rejoint la Cité de la Solidarité Internationale. Voilà un peu pour mon parcours et le lien potentiel à faire avec ce Zoom métier. Du coup, je donne la parole à Brigitte, qui va aussi se présenter et vous faire la présentation de tout ce Zoom métier. Merci Marion et bonsoir à vous toutes et tous qui êtes derrière vos écrans. Donc c'est toujours un plaisir d'animer ces Zoom métiers, même si à distance c'est moins rigolo de ne pas vous voir, de ne pas être en interaction avec vous. Donc moi, Brigitte Louison, je travaille aujourd'hui pour Bioforce, qui est une ONG qui a pour mission de former des humanitaires et de travailler au renforcement des compétences de ces humanitaires aussi sur les terrains. Donc nous intervenons aujourd'hui en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, donc soit sur des formations, ce qu'on appelle initiales, c'est-à-dire des formations métiers, qui correspondent aux besoins du secteur, soit sur des formations de renforcement des compétences des acteurs humanitaires déjà présents sur les terrains, en proposant une offre de formation à ces professionnels-là ou aux structures qui les emploient. Voilà, et dans ce cadre-là, moi j'interviens depuis déjà quelques années sur ce qu'on appelle le parcours et métier, qui est un service de conseil, d'orientation et de gestion des carrières en lien avec ce secteur humanitaire. Voilà, et je suis moi-même diplômée Bioforce, puisqu'après un parcours dans le social en France, j'ai eu envie moi-même de m'engager, et donc je suis venue à Bioforce me former. À l'époque, il y avait une formation en logistique, c'était la seule qui existait, donc je me suis formée en logistique et j'ai après passé un peu plus de 10 ans à l'international sur différents projets. Voilà, et donc c'est à ce titre-là aussi qu'aujourd'hui j'accompagne chaque personne qui souhaite intégrer ce beau secteur de l'humanitaire, mais néanmoins complexe. Voilà, donc je vous propose qu'on commence ce Zoom. Merci Idriss. Donc la première information qu'on va vous partager, mais ça je pense que vous la connaissez déjà, c'est que c'est un secteur qui est extrêmement exigeant en termes de recrutement et d'intégration en son sein. Tout simplement parce qu'il va demander des compétences particulières, il va demander aussi des savoir-être particuliers, il va faire peut-être appel à des connaissances spécifiques. Et c'est aussi un secteur qui a créé ses propres métiers qui vont répondre à ses besoins. Alors, effectivement, pour des personnes qui veulent l'intégrer, parfois ça peut être un petit peu complexe à comprendre. Mais pourquoi ce secteur est si exigeant en termes de recrutement et en termes de profil demandé ? Alors tout simplement parce que les différents acteurs de cette action humanitaire, qui peuvent être des acteurs locaux, des associations locales, qui peuvent être des acteurs associatifs internationaux, des ONG internationales, qui peuvent être des acteurs du mouvement Croix-Rouge, qui peuvent être des acteurs des Nations Unies, qui peuvent être des acteurs de structures d'envoi de volontaires. Tous ces acteurs-là vont être amenés à mettre en place des actions, des projets et des programmes sur des territoires aujourd'hui qui sont très complexes, et vous en voyez l'illustration aujourd'hui tous les jours dans l'actualité. Et dans un enjeu de redevabilité, de qualité, de transparence vis-à-vis des populations pour lesquelles ils vont intervenir, vis-à-vis des bailleurs, donc des financeurs de ces actions-là, et puis vis-à-vis de leur propre structure.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, quelqu'un qui va vouloir entrer dans ce secteur va devoir démontrer et montrer un certain nombre de savoir-faire, de savoir-être, de connaissances qui vont faire que dans ces enjeux-là, ces personnes-là seront les plus efficientes et les plus efficaces. Voilà, mais on va passer tout ça en revue tout de suite. Alors, les acteurs. Quand je prends le prisme du conseil carrière, moi, je distingue 4 grandes familles d'employeurs. La première grande famille, c'est la famille des structures non gouvernementales d'envoi de volontaires. Si je parle de ces structures en France, je vais citer France Volontaire, je vais citer le service coopération-développement à Lyon, je vais citer la délégation catholique à la coopération, la Guilde européenne du RAID. Voilà, des structures qui ne vont pas porter leur propre projet ou leur propre programme à l'international, mais qui vont avoir des partenariats avec des structures dans ces pays-là. Et via ces partenariats, vont pouvoir mettre à disposition de ces structures les personnes qui vont répondre aux besoins de ces structures-là, en leur proposant une préparation au départ, en leur proposant un accompagnement tout au long de leur mission, en leur proposant aussi une aide au retour et en leur proposant un statut pour partir. Le statut, ça va être, en tout cas pour la France, le statut de volontaire de la solidarité internationale, mais on pourra en parler un petit peu plus loin. C'est des structures qui, par définition, n'interviendront jamais sur des actions d'urgence, mais qui interviennent sur ce qu'on appelle des actions de développement. Voilà, c'est des structures qui n'ont pas vocation à proposer aux personnes qui s'engagent avec elles de faire carrière, bien qu'un certain nombre font carrière dans ces structures-là, parce qu'après, ils peuvent trouver un emploi en siège, mais ce n'est pas tant leur propos que de proposer une expérience d'interculturalité, une expérience à l'international, de découverte aussi, et de découverte non seulement de l'environnement, de nouvelles populations, mais aussi de soi dans ces contextes-là. Voilà. Et historiquement, ça a été les premières structures à déployer du personnel à l'international. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Et c'est des structures qui peuvent être très intéressantes pour intégrer le secteur et pour se faire des premières expériences. Mais on en parlera un petit peu plus tard aussi avec les témoignages de Marion. La deuxième famille d'acteurs que j'identifie, c'est les structures non gouvernementales qui ont leur propre projet ou programme. Alors, dans cette famille-ci, vous allez trouver les ONG locales, nationales, et les ONG internationales. Dans ces ONG-là, vous allez trouver des ONG de développement, et puis vous allez trouver des ONG plutôt d'urgence. Donc, si on devait citer des grandes ONG que tout le monde connaît, on citerait dans cette famille-là Médecins sans frontières, Action contre la faim, Humanité et Inclusion, dont parlait Marion tout à l'heure. Voilà, toutes ces ONG que vous connaissez, parce qu'elles ont effectivement une belle visibilité en termes de grand public. Et puis, vous avez d'autres types de structures qui sont des structures plutôt de développement. Je pense à Interred en France ou à d'autres structures comme Interred. Dans ces structures-là, c'est des structures qui vont, en fonction des spécificités qui sont les leurs, qui vont identifier des besoins dans ce qui se passe aujourd'hui, j'allais dire dans le monde, mais oui, dans le monde. Et en fonction de leurs spécificités, elles vont pouvoir déployer des projets et des programmes dans ces zones géographiques-là, en affectant du personnel, en affectant du matériel, en trouvant les financements pour pouvoir mettre en œuvre ces programmes-là. Et donc, c'est des structures qui ont développé tout un panel de métiers qui vont permettre au projet ou au programme de se mettre à l'œuvre sur les terrains. Donc, des métiers spécifiques et puis des métiers qu'on appellera transposables, et je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, c'est une très grosse famille d'employeurs dans le secteur de l'action humanitaire, que ce soit pour des contrats plutôt courts, si on part sur des projets plutôt d'urgence, ou des contrats plutôt longs, si on part sur des actions de développement. Voilà. Ce que je n'ai pas dit sur la famille précédente, les structures qui envoient des volontaires, en général, les contrats proposés sont des contrats longs, 12 ou 24 mois. Et plus vous allez avoir d'actions en urgence, donc qui vont être portées par la deuxième famille, la troisième famille et la quatrième famille d'acteurs humanitaires, plus on va sur de l'urgence, plus les contrats possiblement peuvent être courts. Voilà, donc ça c'est la deuxième famille d'acteurs. La troisième famille, c'est toutes les structures du mouvement Croix-Rouge. Alors en termes de métiers, de postes, ce sont des structures qui vont avoir les mêmes métiers et les mêmes postes que les structures non gouvernementales qui ont leur propre projet, que les ONG. Mais je les mets à part parce que c'est des structures qui ont des statuts à part
Et donc, elles sont identifiées de façon différente dans le secteur humanitaire. Voilà. Et puis, la quatrième grande famille d'acteurs, c'est la famille d'acteurs des agences onusiennes ou des organisations internationales qui, elles aussi, ont des métiers qui sont les métiers que vous retrouverez dans les ONG classiques, dans les structures du mouvement Croix-Rouge, mais qui ont des moyens d'action, qui ont parfois des méthodes d'intervention qui leur sont propres et donc qui vont avoir aussi leurs propres spécificités, puisque chaque acteur de l'action humanitaire va développer non seulement peut-être des domaines d'expertise ou des domaines dans lesquels ils vont avoir une expertise particulière ou un input spécifique, mais aussi des projets et des programmes et des méthodes d'action qui leur seront propres. Et ces structures vont toutes avoir leur spécificité, qu'elles soient dans la famille 1, la 2, la 3 ou la 4. Voilà, donc on va continuer. Donc les grands types d'actions qu'on trouve en humanitaire. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 4 grands types de crises sur lesquelles les acteurs humanitaires vont pouvoir déployer leur activité. C'est les crises naturelles ou les crises climatiques que vous connaissez, des tremblements de terre, des tsunamis, des crises climatiques chroniques. Ça va être des crises humaines dues à des conflits armés. Ça va être des crises chroniques, donc des crises qui vont se répéter dans le temps, régulièrement. Et ça va être des crises cumulatives. Alors, bien malheureusement, souvent, quand une crise se déclenche, qu'elle soit climatique, qu'elle soit dans le cadre de conflits armés ou qu'elle soit chronique, elles vont malheureusement générer des crises cumulatives, puisque sur des populations plutôt fragilisées vont se greffer des problématiques de santé, vont se greffer des problématiques d'hygiène de l'habitat, d'hygiène de vie, d'éducation, etc. Et donc souvent, une crise va devenir cumulative. Mais dans ces 4 grands types de crises-là, aujourd'hui, il y a 4 grands types d'actions possibles. Il va y avoir les grandes interventions d'urgence et de développement en réponse aux crises et aux catastrophes. Dans ce type d'action-là, vous allez retrouver des structures qui vont plutôt proposer des programmes de développement et des structures qui vont plutôt proposer des programmes d'urgence. Vous entendrez d'ailleurs de plus en plus parler dans notre secteur de nexus. Je ne sais pas si ceux qui se sont intéressés au secteur ont peut-être déjà vu ça dans certains articles, les nexus humanitaires, qui sont le fait de penser une action humanitaire d'urgence avec la post-urgence et le développement. Donc, ça change aussi l'approche qu'on peut avoir sur des projets d'urgence. Donc, les grandes interventions d'urgence et de développement, c'est celles que vous pouvez voir aujourd'hui, qui se mettent en œuvre en Syrie, qui se mettent en œuvre en République démocratique du Congo, qui se mettent en œuvre aujourd'hui en République centrafricaine, vu la situation qui est aujourd'hui à l'œuvre dans le pays. Quoi vous dire d'autre sur cette grande famille d'urgence ou de développement? Je regarde un peu mes notes. Dans ce type d'intervention-là, vous avez aussi des ONG locales qui peuvent intervenir. Il n'y a pas que des grandes ONG internationales ou des structures onusiennes. Il y a aussi les acteurs locaux. La deuxième façon d'agir, c'est ce qu'on appelle le plaidoyer. Donc, le plaidoyer est le fait de monter des dossiers pour sensibiliser des gouvernements ou ou le grand public, sur des thématiques spécifiques qui peuvent être l'accès aux soins, qui peuvent être le droit, la défense des droits, l'égalité des genres, le droit des communautés, etc. Et donc, il existe des structures qui ne vont pas spécialement avoir de programme sur les territoires, mais qui vont plutôt avoir pour projet d'aller monter des dossiers, donc récolter de l'information et monter des dossiers pour sensibiliser ces gouvernements et ces grands publics-là sur ces thématiques-là. Maintenant, vous avez un certain nombre d'acteurs humanitaires qui peuvent être aussi sur différents types d'actions. Je pense par exemple à Médecins sans frontières, qui est à la fois une structure qui va intervenir sur des grands projets d'urgence, qui va pouvoir intervenir aussi sur des programmes de reconstruction, tels qu'on en parlera tout à l'heure, mais qui sont aussi des structures qui sont sur des actions de plaidoyer. Et puis, vous avez des structures qui vont ne faire que du plaidoyer. Human Rights Watch, par exemple, WWF, quand on parle de thématiques plutôt en lien avec la nature, etc. Donc, des structures qui peuvent s'identifier très fortement au plaidoyer, mais qui ne sont pas spécialement acteurs dans d'autres types d'actions.
La troisième grande façon d'intervenir, c'est ce qu'on appelle les programmes de reconstruction globale, donc tels qu'on peut en voir en Irak, en Haïti, il y a eu le Kosovo par le passé aussi. Donc, qui sont des programmes qui vont mettre en place des projets avec des thématiques diverses qui vont pouvoir s'enrichir mutuellement pour pouvoir proposer aux populations ciblées d'avoir tous les éléments pour pouvoir après aller vers une reconstruction économique, une reconstruction en termes de santé, une reconstruction en termes d'accès à l'éducatif, d'accès à l'hygiène, etc. Voilà, et la quatrième grande façon d'intervenir, ça va être en appui à des programmes locaux, donc via des partenariats, des soutiens logistiques, des soutiens financiers, et le renforcement des capacités locales. Vous avez aujourd'hui un certain nombre d'organisations non gouvernementales qui font le choix d'intervenir dans les pays que s'ils ont identifié sur place des partenaires locaux. C'est notamment le cas d'Alima, pour laquelle, par exemple, Marion a travaillé, qui ne va intervenir que s'ils ont un partenaire local. Voilà, donc dans ces programmes-là, c'est plutôt des programmes de renforcement des compétences au sein de la structure, via des apports techniques, ça peut aussi être via des apports financiers, et de façon à pouvoir permettre à la structure de faire face après, de façon le plus sereine possible, aux crises auxquelles elle va être confrontée ou dans lesquelles elle va être amenée à intervenir. Voilà, je pense qu'on peut passer sur la slide suivante. Alors, les différents métiers. On distingue trois types, moi je distingue trois types de métiers en tout cas, trois grandes familles de métiers. Les métiers que je dis transposables, les métiers spécifiques et puis les métiers du siège. Pourquoi? Je vais vous les présenter. Dans les métiers transposables, c'est tous les métiers que l'on peut exercer ici ou ailleurs et qui nous permettent d'être aussi efficaces à l'international sur les projets qui vont être menés. Alors, ça va être les métiers de la santé, ça va être les métiers du génie civil, de la construction, ça va être des métiers de l'éducatif, ça peut être des métiers dans le droit international, ça peut être des métiers dans la gestion financière, ça peut être des métiers dans l'agronomie. Voilà, tous ces métiers qui donnent des savoir-faire particuliers, qui vont pouvoir s'illustrer et trouver leur place sur les différents projets et programmes menés par les ONG. Alors, ça ne veut pas dire que c'est dans ces métiers-là, parfois, il n'y ait pas besoin d'une petite formation spécifique qui vont permettre à ce métier-là de s'inscrire plus facilement dans les besoins du secteur humanitaire. Je pense particulièrement au métier de la santé. Quand on est médecin, quand on est chirurgien, quand on est peut-être infirmier, il est bien, quand on veut à un moment apporter ses compétences au secteur humanitaire, il peut être bien d'avoir une formation en santé tropicale ou en santé publique. Donc des formations supplémentaires et des compétences supplémentaires qui vont faire que la transposabilité du métier va être facilitée. Mais sur du fondamental, dans ces métiers-là, les compétences métiers déjà sont en elles-mêmes suffisantes. Donc après, il y a les métiers spécifiques. Alors, ce que j'entends par métier spécifique, c'est des métiers qui répondent très précisément aux besoins de la solidarité internationale ou de l'humanitaire. Par exemple, un métier de logisticien ou de logisticienne aujourd'hui va répondre en humanitaire à des besoins bien spécifiques pour un acteur humanitaire. Le logisticien en Europe, il est principalement chargé de gérer des stocks et de gérer des transports national comme à l'international. Le logisticien ou la logisticienne en solidarité internationale, c'est la personne qui va permettre à la mission de se mettre en place sur tous les paramètres techniques et matériels. Donc, c'est la personne qui va gérer bien évidemment des stocks et du transport, mais qui va gérer aussi des parcs véhicules, qui va gérer un parc informatique, qui va gérer des groupes électrogènes, qui va gérer la sécurité sur les zones d'activité, etc. Donc, la logistique en humanitaire, c'est déjà un métier spécifique parce que ce métier-là va faire appel à plein de compétences différentes. Je pense aussi à des métiers qu'on appelle des postes d'administrateur dans le secteur humanitaire. L'administrateur étant à la fois un responsable RH et un responsable financier. Voilà, c'est des postes que vous trouverez peu dans les entreprises classiques ou dans les structures classiques, mais c'est des postes qui ont été créés dans ce secteur-là pour répondre aux besoins. Alors après, vous avez tout plein d'autres
Métiers spécifiques, vous avez les métiers de responsables de projet eau, hygiène et assainissement qui sont chargés de mettre en œuvre des programmes de potabilisation d'eau, d'adduction d'eau, de traitement des déchets, de sensibilisation des populations à une bonne hygiène de l'eau, etc. Vous avez les métiers de la sécurité qui font appel à des spécificités particulières dans notre secteur. Vous avez les métiers du fundraising qui sont aussi spécifiques parce qu'il va falloir monter des dossiers pour donner envie à des bailleurs ou des financeurs de venir financer nos projets. Il y a des métiers spécifiques qui ont été créés comme des chargés de monitoring, évaluation sur les programmes pour capitaliser les expériences. Il y a des métiers qui ont été créés autour de la capacité à travailler en réseau, voilà, et en cluster, en consortium. Il y a tous les métiers de la protection générale des populations pour lesquelles nous allons travailler et protection plus spécifique de l'enfance, par exemple. Donc, tous ces métiers-là spécifiques peuvent trouver un ancrage dans un métier transposable à la base, mais vont impliquer à un moment d'aller chercher des connaissances et des compétences particulières qui vont répondre aux attentes de ce secteur humanitaire-là. Et puis, il y a les métiers que je dis du siège. Effectivement, dans le siège d'une ONG ou dans le siège d'une association ou dans le siège même d'une structure onusienne, vous allez trouver les mêmes types de postes que dans le siège d'une entreprise classique ou d'une association classique, c'est-à-dire un service comptabilité, un service gestion financière, un service logistique, un service des opérations, etc. Donc, dans une entreprise, a priori, on va recruter des compétences. Quand on cherche un contrôleur de gestion, par exemple, on ne va pas lui demander des compétences spécifiques d'humanitaire qui sont partis en expatriation. Les compétences du métier vont être suffisantes. Maintenant, dans les métiers du siège, il y a certains postes qui vont être réservés à des personnes qui auront déjà mis les deux pieds dans le secteur humanitaire et qui auront déjà possiblement fait du terrain, notamment dans tout ce qui est direction aux opérations, où là, nous trouvons les coordinateurs de projets, et puis peut-être des directions plus logistiques ou opérationnelles, où là aussi, on va avoir tendance à mettre sur ces postes-là des personnes qui ont déjà intégré le secteur humanitaire. Voilà pour les différents types de métiers, et on va les passer un peu en revue sur les différents postes qui existent en solidarité internationale ou en humanitaire. Donc, on va commencer par les métiers du siège, ceux dont je parlais tout de suite là. Donc, les métiers du siège sont les métiers que vous connaissez au sein de vos entreprises, là où vous êtes déjà aujourd'hui. Donc, avec une direction, un service finance et comptabilité, le fameux service mission ou la direction des opérations où vous trouvez les fameux coordinateurs de projet. On les appelle des desks souvent dans notre jargon humanitaire, qui sont les méga, supra, géants coordinateurs de projet qui vont gérer les projets et les programmes menés par l'association, l'ONG ou la structure à l'international. Vous avez un service des ressources humaines avec les services des ressources humaines nationaux et puis un service recrutement pour les personnes qui sont appelées à être expatriées. Vous avez un service logistique, vous avez un service communication et marketing. Dans ce service-là vont être rattachées les fonctions de fundraising, puisque souvent ça va faire appel à ces compétences-là. Et donc, le siège d'une ONG va fonctionner comme une entreprise. Et les relations interservices vont fonctionner comme dans une entreprise. Voilà, donc les postes qui a priori peuvent être réservés à des personnes qui ont déjà une expérience humanitaire seront des postes peut-être plus dans la direction des opérations, peut-être en service logistique, parfois en communication marketing aussi parce qu'on demande une certaine connaissance. Service des ressources humaines, ce n'est pas un impératif, donc quelqu'un qui est aujourd'hui responsable des ressources humaines, je dis n'importe quoi, mais chez Veolia, et qui voudrait trouver peut-être un autre sens à son travail, peut-être un autre type d'ancrage professionnel, pourrait tout à fait candidater demain auprès d'une ONG pour être responsable des ressources humaines au siège d'une ONG. Voilà. Maintenant, une ONG va beaucoup fonctionner aussi autour du staff qu'elle a formé, qu'elle a déployé sur le terrain. Donc, vous retrouverez beaucoup dans un siège d'ONG des personnes qui sont déjà intégrées au secteur, qui ont déjà fait des missions humanitaires et qui vont travailler en siège. Donc, ça reste quand même encore le fief de beaucoup d'humanitaires qui ne font plus du terrain, mais qui travaillent aujourd'hui en siège.
Voilà. Et les métiers sur le terrain, donc on distingue deux types d'implantation quand une ONG va mettre des programmes humanitaires en place sur les différents territoires. Il y a deux entités. Il y a l'entité qu'on va appeler capitale, qui correspond bien souvent à la capitale géographique du lieu d'intervention. Et puis, ce qu'on va appeler les bases ou les terrains, qui sont les implantations plus locales des différents projets ou programmes de l'ONG. Donc, dans les capitales, vous allez retrouver un directeur, ce qu'on appelle un directeur pays ou un chef de mission, qui va gérer toutes les activités menées par l'ONG sur le pays, dans le pays. Donc, ce directeur de pays, il va avoir un coordinateur administratif et financier, un coordinateur RH, un coordinateur logisticien, qui vont gérer toutes les activités en lien avec leurs compétences, leur cœur de métier sur les différentes bases ou les différents terrains. Sur ces postes-là, on va trouver des personnes qui ont déjà fait des missions humanitaires. C'est très compliqué aujourd'hui d'entrer dans le secteur humanitaire via des postes de coordinateur capital. On va vous demander d'entrer via une porte d'entrée plutôt base. Donc, ces personnes-là sont déjà des personnes qui ont déjà une expérience. Dans l'équipe capitale, vous allez trouver un ou une référente sécurité qui va gérer tout ce qui est processus, procédures sécuritaires dans le pays, qui va gérer la récolte d'informations autour de ces processus de sécurité-là, qui va être le garant de la bonne application de ces procédures sécuritaires sur les différentes bases et aux différents échelons sur ces bases-là. Donc là aussi, c'est des métiers spécifiques. Maintenant, quand on est référent sécurité, on peut commencer en capitale quand on a déjà une belle expérience en gestion de la sécurité, même dans d'autres contextes professionnels. On ne va pas vous demander d'être impérativement passé par le terrain. Vous avez des postes de coordinateur technique ou coordinateur des projets ou des programmes. Sur ces postes-là, pareil, ce sont des postes qui vont être réservés à des personnes qui ont déjà une expérience humanitaire de terrain. Sur ces postes-là, vous allez retrouver les coordinateurs de projets en eau, hygiène et assainissement, les coordinateurs de projets en sécurité alimentaire, les coordinateurs de projets en santé, par exemple, santé communautaire ou santé publique. Ça peut être des gestionnaires de projets sur des programmes agricoles, etc. Donc, tout ce qui va faire appel à un cœur de métier spécifique, à une spécificité en termes de compétences, d'approche, pour la bonne implantation des différents programmes sur les différentes bases. Et puis, pardon, hop, je change. Vous trouverez des postes, là je vous en parlerai tout à l'heure, des postes de coordinateur suivi-évaluation de plus en plus, puisque dans l'enjeu de suivi qualité et retour sur expérience, les ONG vont envoyer sur le terrain des personnes qui vont être amenées à aller récolter de l'information et à mettre en place des bonnes procédures pour que les projets se mettent en œuvre dans un suivi qualité le plus opérationnel possible. Et sous le chef de mission, vous allez trouver parfois un adjoint. Alors, ce n'est pas automatique, toutes les ONG n'ont pas d'adjoint en chef de mission ou de coordinateur de programme, mais on peut en trouver. Ça peut être aussi parfois un poste d'entrée pour certaines personnes. Et vous allez trouver des postes de ce que j'ai mentionné en chargé reporting. Ça peut être aussi chargé grant. Le chargé de reporting ou le chargé de grant, c'est une personne qui va être en lien avec les différents projets et programmes menés par l'ONG sur les terrains, qui va récolter de l'information, qui va traiter cette information-là pour la faire remonter au niveau des sièges et possiblement au niveau des partenaires financiers quand on est plutôt sur du grant. Voilà, donc c'est des postes intéressants, importants pour une ONG en termes de capitalisation aussi, et ça peut être des bonnes portes d'entrée pour de futurs chefs de projet ou coordinateurs de projet. Voilà, donc ça, c'est aussi des postes qui peuvent être des postes d'entrée, mais on en parlera un peu plus tard avec le témoignage de Marion. Et puis sur ce qu'on appelle les bases ou les terrains, vous allez retrouver donc un coordinateur terrain qui va être le garant de la bonne mise en œuvre des projets et des programmes de l'ONG sur ce terrain-là et qui va gérer à ce niveau-là tout ce qui va se passer en termes administration, en termes RH et avec les différents responsables de projet. Selon l'ONG, ce n'est pas spécialement un supérieur hiérarchique, mais ça va être quelqu'un qui va être amené
être garant non seulement de la qualité, mais aussi de la sécurité et de la mise en œuvre des programmes sur place. Et donc, dans son équipe, on va retrouver un administrateur, peut-être un responsable RH, si la RH n'est pas sous le poste d'administrateur directement, un logisticien ou une logisticienne et des responsables de projet en fonction des projets et des programmes menés par l'association ou l'ONG sur place. Donc, ça peut être un responsable de projet santé, un responsable de projet en eau, hygiène et assainissement, un responsable de projet en protection. Et ça va se décliner comme ça sur tous les types de projets et programmes, sur toutes les spécificités des projets ou programmes mis en œuvre par l'ONG sur cette base-là. Voilà un peu en termes de postes et de métiers. Après, ça reste une grille de lecture très, très vaste, mais vous aurez déjà quelques clés de compréhension des différents postes en ONG. Alors, ces ONG-là, quand elles recrutent des salariés, d'ailleurs, ce n'est pas toujours des salariés, mais elles vont proposer des statuts un peu particuliers. Alors, il peut y avoir un statut de bénévolat. À l'international, ça existe encore. Ce n'est pas spécialement ce qu'on va rechercher, à moins de faire peut-être un congé solidaire. Par exemple, quand on est en situation de salarié en France, on peut demander un congé solidaire et partir bénévolement auprès d'une association pour s'investir. Maintenant, quand on est dans un enjeu de carrière, c'est effectivement pas le statut qu'on va rechercher. Le bénévolat, vous le retrouverez beaucoup en France ou dans nos pays de référence. Et c'est aussi un statut qui peut nous permettre de nous engager déjà dans des structures d'action solidaire, peut-être pas humanitaire et peut-être pas à l'international, mais c'est un statut qui peut déjà permettre de nous engager. Après, il y a des volontariats. Alors, par exemple, en France, le statut de référence qui a été créé pour que des associations puissent déployer du personnel à l'international, ça a été le statut de volontaire de la solidarité internationale, le VSI. Alors, si vous cherchez des informations, je vous recommande d'aller sur le site de France Volontaire, parce que France Volontaire est l'association aujourd'hui qui porte tous les statuts de volontariat pour la France. Donc, ils vont porter tout plein d'autres volontariats, mais ils portent entre autres cela. Ces volontariats seront beaucoup proposés par les structures d'envoi de volontaires. Ils sont de moins en moins proposés par des ONG classiques, c'est-à-dire ceux qui ont leur programme en propre, type Action contre la faim, Solidarité, Première urgence internationale. Ils peuvent être encore un peu proposés par Médecins sans frontières France, qui reste encore sur la valeur engagement et sur la valeur aussi statut qu'on accepte pour une première mission. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est des statuts de référence encore, même s'ils sont de moins en moins usités. Dans l'enjeu de professionnalisation, les employeurs aujourd'hui vont effectivement plutôt proposer du salariat, bien évidemment. Vous avez tout plein d'autres volontariats qui peuvent vous permettre de partir. Vous avez le volontariat civique international, vous avez le volontariat européen. Donc, vous avez en tout cas pour la France des statuts qui permettent de s'expatrier et d'avoir une première expérience dans ce secteur. Vous avez aussi des volontariats européens qui sont proposés par l'Union européenne et dont vont se saisir certaines ONG pour proposer à des profils peut-être un peu plus juniors de pouvoir s'inscrire et s'engager sur un projet humanitaire. Vous avez aussi les volontariats des Nations Unies. Aux Nations Unies, ils ont leur propre programme de volontariat aussi. Donc là, allez chercher de l'information si c'est un biais d'entrée pour vous. Vous avez aussi des structures comme le Comité international de la Croix-Rouge qui a ses propres volontariats. Donc là, c'est pareil, allez vous renseigner sur ce à quoi fait référence ce statut de volontaire dans ces différentes structures-là, puisque du coup, d'une structure à l'autre, ils ne vont pas être utilisés pareil. Voilà. Et puis, vous avez le statut le plus classique aujourd'hui, qui est le statut de salariat. Alors, nous, en France, on connaît le contrat à durée déterminée et on connaît le contrat à durée indéterminée. Ce qu'il faut savoir dans ce secteur, c'est que quand vous partez en tant qu'expatrié, si on vous propose du salariat, ça sera à 98% sur du contrat à durée déterminée. Et vous signerez autant de contrats que de missions humanitaires. La loi des 2 CDD égale 1 CDI qui s'applique pour un employeur français en France ne s'appliquera plus à ce moment-là pour une ONG, puisqu'on va utiliser du CDD international ou du voilà.
Donc, on va vous proposer beaucoup de CDD. Maintenant, le CDI, vous le retrouverez beaucoup sur les postes en siège, mais vous avez un certain nombre d'ONG aujourd'hui qui peuvent le proposer à l'expatriation quand il y a derrière une politique RH de fidélisation des salariés. Donc, parfois, certaines ONG peuvent faire le choix de vous le proposer sur des postes de coordinateur, par exemple en capital, ou sur des postes de directeur, parce que derrière, il y a un vrai souhait de vous garder aussi dans le staff de l'ONG. Voilà, mais la règle, ça va rester le contrat à durée déterminée. Donc, si vous partez sur une mission d'urgence de 3 mois, par exemple, vous signerez un CDD de 3 mois. Si l'employeur vous propose de refaire 3 mois de mission, vous re-signerez un contrat de 3 mois et ainsi de suite. Voilà. Je mentionne aussi les statuts de consultance. Les statuts de consultance peuvent être proposés par certaines structures aujourd'hui, notamment beaucoup de structures onusiennes. Ça peut être proposé aussi par certaines ONG. Donc là, pour le coup, chaque contrat de consultance va être différent. Donc, si vous deviez vous faire recruter par une structure qui vous propose ce statut de consultance, renseignez-vous bien et puis regardez bien les clauses du contrat de consultance. Hein, parfois, ça peut impliquer qu'on se déclare comme auto-entrepreneur en France. Parfois, il n'y a pas besoin. Enfin, voilà. Donc, d'une structure à l'autre, renseignez-vous bien. Mais en tout cas, ce sont ces grands types de contrats-là qu'on va vous proposer. Voilà. Alors maintenant, quelles sont les compétences attendues par les ONG? Ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, rares sont les ONG qui peuvent se permettre de nous former avant de nous déployer sur le terrain. Donc, c'est à nous de leur apporter les compétences attendues. Certaines ONG ont développé en interne des formations internes qui sont très intéressantes et très importantes, mais auxquelles nous aurons accès qu'une fois que nous aurons intégré le staff ou le pool de l'ONG. Donc, il va falloir que vous alliez chercher vos compétences ailleurs, via des formations ou via des expériences. Hein. Et il va falloir, une fois que vous aurez tout ça, les apporter à l'ONG. Voilà. Et après, vous avez lu le slide, donc je vous laisse en tirer les conclusions qui sont les vôtres aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vrai que les compétences et les compétences attendues sont très importantes et on va le voir sur le slide suivant. Alors, quelles sont les compétences attendues par les ONG aujourd'hui ou les structures humanitaires, hein, ça peut être tout type de structure. Moi, je parle d'ONG, mais tout type d'acteurs humanitaires. On va vous demander un cœur de métier. Alors, le cœur de métier, ça va être le métier que vous exercez aujourd'hui. Par exemple, vous êtes ingénieur agronome. Votre cœur de métier sera votre savoir-faire dans la mise en œuvre de projets en lien avec cette compétence en agronomie. Hein, les types de cultures, voilà, comment s'y prendre, etc. Vous allez devoir justifier de compétences transversales. Donc, l'ingénieur agronome, par exemple, dans son cœur de métier, s'il pouvait amener aux ONG de la gestion de projet, s'il pouvait amener aux ONG de la gestion de budget, s'il pouvait amener aux ONG de la coordination d'équipe, s'il pouvait amener aux ONG de la formation, de la capacité, de la compétence à former son personnel ou ses collègues, ça sera un plus. Parce qu'aujourd'hui, la personne qu'on va expatrier, la plus-value qu'il ou elle va apporter, c'est non seulement un métier maîtrisé et bien maîtrisé, mais c'est aussi tout ce qui va avec ce métier-là dans nos contextes humanitaires. Donc, ça va être gérer une équipe, gérer des budgets, gérer des projets, gérer des partenaires et beaucoup former les équipes locales. Donc, toutes ces compétences-là vont pouvoir renforcer le fameux cœur de métier de mon ingénieur agronome. Maintenant, pour quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, enseignant, ben, le cœur de métier étant l'enseignement, les compétences transversales demandées vont être autres. Ça ne va pas être la capacité à former du staff, puisque ça, cette compétence-là, elle est acquise. Pour un enseignant, les compétences transversales, possiblement, ça sera de savoir travailler en mode projet, de savoir manager une équipe, de savoir travailler en partenariat, etc., de savoir gérer un budget. Voilà, donc toutes les compétences qui vont faire que dans son projet éducatif ou de formation, projet dans lequel il va devoir gérer des équipes sur place, toutes ces compétences-là attendues soient justifiées.
J'espère que je suis claire, hein. Vous pourrez poser des questions après. On va demander aussi des compétences personnelles et relationnelles. C'est ce qu'on appelle les savoir-être ou les soft skills quand on parle sur un langage plutôt anglais. Donc, c'est toutes vos compétences personnelles et relationnelles qui vont vous permettre de vous adapter au mieux et d'adapter au mieux vos compétences métiers au contexte humanitaire. Donc, c'est votre capacité à vous adapter. C'est votre capacité à être proactif, votre capacité à être force de proposition, votre capacité à gérer votre stress, possiblement votre capacité à gérer votre frustration, parce que c'est aussi des choses auxquelles on est confronté sur place, votre capacité à être souple, votre capacité à intervenir dans des contextes qui ne sont pas les vôtres, etc., interculturels, mais là j'en parle un peu plus tard. Donc toutes ces compétences qui vont venir renforcer et votre cœur de métier et vos compétences transposables et qui vont vous permettre de les mettre à l'œuvre de la façon la plus pertinente possible sur les différents projets sur lesquels vous allez être amené à travailler. Donc aujourd'hui, un employeur humanitaire est très, très, très regardant sur vos compétences personnelles et relationnelles et va beaucoup vous interroger autour de ces compétences-là et des contextes dans lesquels vous les avez acquises. En termes de compétences attendues, on va vous demander des langues. Alors, à minima, l'anglais, parce que l'anglais reste la langue de référence aujourd'hui de tout humanitaire. Vous allez me dire de toute personne qui veut partir à l'international, on reste dans ces mêmes prérequis-là, même si c'est pour aller travailler à Dakar. Aujourd'hui, à Dakar, peut-être qu'au quotidien, on va parler en français sur les différents projets avec nos équipes, etc. Mais que possiblement, nos partenaires seront des partenaires anglophones ou que nos bailleurs, nos financeurs seront des partenaires anglophones, donc avec qui on va communiquer aussi en anglais. Donc, à minima, l'anglais. Maintenant, si vous avez d'autres langues qui correspondent aux langues parlées sur les terrains d'intervention, bien évidemment, il faut les valoriser. Vous avez aujourd'hui l'arabe, vous avez aujourd'hui des langues un peu plus locales qui peuvent permettre de vous expatrier et qui seront une compétence supplémentaire dans votre profil. Donc ça, il faut vraiment valoriser les langues. À titre indicatif, par exemple, le Comité international de la Croix-Rouge demande plusieurs langues au personnel qui va recruter et tous les postes de traducteurs sont des postes d'expatriés. Donc, quand on parle une langue particulière, on peut aussi trouver des postes un peu spécifiques de traducteurs dans certaines structures. Pas dans toutes, très honnêtement, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, les langues, on valorise beaucoup les langues et où on va les apprendre si on ne les a pas. On va vous demander aussi une appétence pour l'interculturel. Alors, vous allez me dire, une appétence, ce n'est pas une compétence. Oui, c'est vrai. L'appétence pour l'interculturel, ça va être un moteur qui va vous amener à pouvoir inscrire votre cœur de métier, vos compétences transversales, vos compétences personnelles et relationnelles, vos compétences linguistiques dans des contextes bien spécifiques. Et donc, on va aller chercher ça aussi quand on va vous recruter. Maintenant, l'interculturel, vous n'êtes pas obligé d'être parti au fin fond de la Mauritanie ou du Ghana ou de l'Indonésie pour avoir testé l'interculturel. On peut tester l'interculturel aussi déjà dans nos environnements de vie ici. Ça peut être de l'interculturel parce qu'on a des engagements associatifs avec certains publics qu'on côtoie plus au quotidien. Ça peut être de l'interculturel au sein d'une entreprise qui va travailler avec une autre entreprise qui n'a pas du tout les mêmes modes relationnels, etc. Mais on va vous demander effectivement d'avoir cette appétence-là et possiblement d'avoir des expériences. Maintenant, on peut aussi travailler sa capacité à intervenir en interculturel via des voyages, même si c'est des voyages type tourisme. Alors évidemment, peut-être que le Club Med nous parlera moins, mais des voyages d'inculturation, des voyages découverts, les backpackers, comme on dit en anglais, des voyages où on part avec son sac à dos et on va se tester, aller à la rencontre des populations. C'est aussi une façon de tester son appétence pour l'interculturel. Et on va vous demander de savoir travailler en réseau et avec des partenaires, parce qu'aujourd'hui, c'est fondamental dans nos métiers. On travaille forcément avec des partenaires locaux sur place. Ça peut être des partenaires qui sont des représentants d'autres ONG. Ça peut être des partenaires qui sont des représentants de nos bailleurs, parce qu'on a aujourd'hui des bailleurs qui sont présents sur les territoires. Ça peut être des partenaires locaux, parce qu'on va travailler avec des associations locales, etc. Donc, on va vous demander une grosse
compétence ou une grosse appétence, en tout cas, pour le travail en réseau et en partenariat, parce que c'est une donnée importante aujourd'hui de nos métiers humanitaires. Et tout ça pour favoriser quoi? Pour favoriser un travail d'équipe multiculturel, multi-compétences, de façon à pouvoir être le plus efficace possible sur les terrains. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à partir du moment où une ONG ou une structure fait le choix d'expatrier quelqu'un, cet expatrié-là va devoir apporter tout un panel de compétences en plus que celles qu'on pourrait trouver sur place. Et les compétences en plus, ça va être toutes ces capacités-là. Travailler au sein d'une équipe, mais aussi manager une équipe, apporter une plus-value, être force de proposition, pouvoir s'adapter, pouvoir travailler avec son réseau, etc. Sachant que beaucoup d'ONG aujourd'hui favorisent la montée en compétences du staff national, ce qui est tout à fait compréhensible et louable. Voilà pour les compétences attendues. Alors, comment acquérir ces compétences-là? Il y a plein de moyens d'acquérir des compétences. Déjà, si vous êtes jeune, vous pouvez vous questionner sur quel type de formation pourrait répondre à votre besoin d'acquisition de nouveaux savoir-faire dans un métier donné. Métier qui vous permettra à terme de pouvoir trouver votre place en action humanitaire. Mais vous pouvez aussi aller développer vos compétences via vos engagements. Alors, ça peut être des engagements bénévoles. Vous pouvez développer vos compétences, et c'est d'ailleurs le terme propre d'une compétence. Une compétence est une connaissance qu'on met à l'œuvre dans un contexte d'action. Donc, la compétence, souvent, on va la développer dans nos environnements professionnels, mais on va la développer aussi dans nos environnements associatifs, dans lesquels nous mettons en œuvre aussi un certain nombre de choses, et donc dans lesquels on va développer un certain nombre de savoir-faire. Donc, vos compétences, vous pouvez les avoir développées dans plein de contextes différents. À vous d'identifier ces contextes-là et sans complexe, justement, puisque c'est un lapsus, sans complexe, de valoriser aussi vos savoir-faire. Sachez à titre indicatif que, par exemple, en France, le bénévolat peut donner accès à de la validation des acquis de l'expérience quand on a fait une action bénévole qui est en lien avec les compétences attendues sur certains métiers. Donc, ce n'est pas anodin. Et c'est pour vraiment montrer que les savoir-faire, on peut aller les acquérir dans d'autres contextes qu'un contexte purement professionnel. Faire carrière dans la solidarité, est-ce que c'est possible? Bien évidemment. Vous allez vous construire votre parcours professionnel à vous. Et d'une personne à l'autre, il sera différent. Et c'est ça qui est intéressant dans nos secteurs aussi. Mais bien évidemment, on parle de carrière aujourd'hui dans notre secteur. Et c'est tant mieux. Existe-t-il un parcours type? Je viens de le dire, non, je ne pense pas. Maintenant, en fonction de certains métiers, il va peut-être y avoir certaines étapes par lesquelles on va passer pour pouvoir développer tout ce qu'on a envie de développer autour de ces métiers-là. Donc, parfois, effectivement, il y a des évolutions qui seront sensiblement similaires d'un métier à l'autre et d'une personne à l'autre parce qu'elles font référence, elles vont être mises en œuvre pour répondre à des besoins spécifiques dans notre secteur. Mais j'ai tendance à dire que sinon, votre parcours, vous allez le gérer en fonction de vous, de qui vous êtes, de vos appétences, justement, de vos envies du moment, des compétences qui sont les vôtres aujourd'hui et surtout de ce que vous avez envie d'en faire. C'est là où il va falloir vous poser un certain nombre de questions. Et puis, quelle formation choisir? Vous avez des formations métiers, vous avez des formations plus professionnelles. Que moi j'ai tendance à vous conseiller, c'est des formations qui vous permettent un ancrage professionnel très rapide, peut-être via de l'alternance ou via des stages. Maintenant, selon certaines matières, ce n'est pas toujours possible. Par exemple, si vous voulez vous spécialiser en droit international humanitaire, vous allez passer par une grosse formation théorique, ce qui est compréhensible aussi. Mais voilà, les formations, vous les choisirez aussi en fonction de ce que vous avez envie d'en faire. Voilà, et puis les compétences, vous pouvez les acquérir dans toutes vos expériences professionnelles du moment, que ce soit ici en France, à l'étranger, voilà, dans un siège d'entreprise, etc. Et je propose de passer la parole à Marion, qui va nous parler un peu de son parcours, pour illustrer un peu mes propos. Oui, donc pour faire le lien avec ce que disait Brigitte sur la nécessité d'être opérationnel rapidement quand on part sur le terrain et le fait que les ONG n'ont pas forcément le temps de former de
nouvelles recrues quand elles arrivent sur le terrain parce que les projets sont en cours et il faut les continuer. C'est une difficulté à laquelle, en tant que jeune diplômée, j'ai pu me confronter. Et en fait, c'est ce que disait Brigitte tout à l'heure, mais une des bonnes portes d'entrée, à mon sens, c'est le volontariat. Et dont il y a un type de volontariat qu'on connaît assez peu finalement, qui est le volontariat de service civique à l'international. C'est-à-dire qu'on connaît le service civique souvent plus en France qu'à l'international, mais la version à l'international se développe de plus en plus. Et c'est porté par l'Agence du service civique également. Et donc, ça a vraiment l'avantage d'avoir un accompagnement aussi individuel. Donc, on a une phase, tout un processus d'accompagnement avec une phase de préparation au départ, de formation, tout un suivi pendant la mission, et puis une phase au retour de formation à comment valoriser son expérience, comment arriver, entre guillemets, à se vendre après cette expérience aux structures pour lesquelles on postule, et comment évaluer les compétences et la montée en compétences qu'on a pu avoir sur ce type d'expérience. Donc, je trouve que ce type de volontariat est intéressant. D'autant plus que, moi, c'était sur mon expérience à Madagascar avec une ONG qui s'appelait Santé Sud. Ce sont des postes qui sont souvent transversaux, ou des postes d'assistant programme, comme disait Brigitte tout à l'heure, de chargé de reporting, où en fait, on a une place assez centrale au final dans la mission. Et du coup, on arrive à voir un peu tous les métiers, tous les projets. Et c'est du coup très formateur parce qu'on est en lien avec tous les partenaires, tous les acteurs à la fois internes à l'ONG et externes à l'ONG, puisqu'on est aussi en lien avec les bailleurs de fonds, avec les partenaires techniques, qui peuvent être d'autres ONG, qui peuvent être les acteurs institutionnels et politiques locaux. Donc, c'est vraiment formateur. Donc voilà, si je peux en tout cas faire une petite aparté sur le volontariat de service civique ou le volontariat en général, hein, puisque le volontariat de solidarité internationale répond aussi à ces objectifs-là. Voilà, en tout cas, c'est une piste à ne pas négliger, je pense. Merci Marion. Et je réponds à un de nos auditeurs qui pose la question, le volontariat semble être donc le passage obligé pour aller en humanitaire? Non, bien évidemment, mais pour un certain nombre d'entre nous, c'est une porte d'entrée intéressante. Voilà. Alors je ne sais pas ce que j'avais mis après, peut-être. Voilà, travailler sur votre projet professionnel, ouais. Les questions peut-être que je vous invite à vous poser pour pouvoir identifier aussi quel sera le bon projet professionnel pour vous, parce que c'est important aussi de bien identifier, que vous soyez jeune professionnel ou peut-être plus ancien. Mais quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous recherchez dans ce secteur humanitaire? Est-ce que vous recherchez un engagement au long cours? Ou est-ce que vous recherchez un engagement court terme ou un engagement qui vous permet de garder le métier et le poste qui est le vôtre aujourd'hui? Parce que, bien évidemment, ça ne sera pas les mêmes choix que vous ferez, ni les mêmes enjeux. Donc voilà, bien être au clair sur votre objectif. Qu'est-ce que vous attendez aussi de ce secteur-là? Parce que ça aussi, c'est important d'être au clair sur sa démarche aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous voulez que ce secteur-là vous apporte? Ou qu'est-ce que vous voulez réaliser dans ce secteur-là que possiblement vous ne réalisez peut-être pas aujourd'hui, ou qu'au contraire, vous réalisez déjà aujourd'hui, mais vous voulez le transposer dans ce secteur-là? Toutes ces questions-là, elles sont essentielles, à mon sens, avant de vous mettre en dynamique. Elles font écho aussi à la deuxième question que je vous amène à vous poser, qui est la question de vos motivations. Qu'est-ce que vous attendez de ce projet? Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Quelles seraient vos limites dans l'engagement? Quels seraient vos freins? Ou auquel cas, quels sont les non-freins que je pourrais avoir et pourquoi? Bien identifier aussi quels sont vos atouts par rapport à ce projet professionnel, quelles sont vos compétences dominantes, est-ce qu'elles répondent aux besoins du secteur ou est-ce qu'elles ne répondent pas à ce besoin-là? Quelles sont vos connaissances spécifiques? Quelles sont vos caractéristiques personnelles? Tout à l'heure, je vous disais que le savoir-être était très important. Voilà, bien identifier aussi vous qui vous êtes, votre personnalité, ce que vous allez apporter aussi via votre personne à ce secteur, c'est extrêmement important. Quels sont les points de progrès que vous pouvez identifier pour dynamiser ce projet-là? Ça peut être le fait que vous ne parliez pas l'anglais, ça peut être le fait
voilà, peut-être d'intervenir dans un domaine d'activité qui soit peut-être plus en lien avec le secteur humanitaire pour à terme pouvoir transposer plus facilement vos compétences. Ça peut être plein de choses différentes. Hein, ça peut être vous tester à l'international parce que pour l'instant, vous avez peu d'expérience via X expérience. Bien identifier quels sont vos enjeux personnels par rapport à ce projet. Voilà, mais j'ai déjà un peu tout dit avec toutes les questions que je vous ai proposées. Bien identifier quel est le marché de l'emploi. C'est triste à dire, mais tous les métiers exercés aujourd'hui en France ou dans d'autres pays ne s'exportent pas facilement dans l'action humanitaire. Par exemple, quelqu'un qui est dans l'enseignement, qui est dans l'éducation nationale aujourd'hui, qui cherche à s'engager sur une action humanitaire, aura peut-être un peu de difficulté à trouver un poste parce qu'aujourd'hui, des formateurs, on va en trouver sur place. Peut-être que cette personne-là, elle aura peut-être plus intérêt à aller chercher une compétence en formation de formateur plutôt que de rester sur sa compétence là de formateur, hein, par exemple. Donc, c'est un métier qui peut être frustrant, c'est un secteur qui peut être frustrant aussi à ce niveau-là parce que les portes d'entrée, il y en a plein, mais elles ne sont pas toutes pour tout le monde et tout type de métier. Donc, ça aussi, il faut l'intégrer. Hein. Bon, voilà, même si parfois c'est douloureux. Donc, bien identifier votre marché de l'emploi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les sites d'emploi. Je vais juste vous les citer, vous en citer 2, 3. Vous avez Coordination Sud, qui est le site de référence humanitaire pour des ONG françaises. Alors, vous avez aussi des ONG internationales qui viennent mettre de l'offre d'emploi sur ce site-là, mais ça reste le site, c'est un consortium d'ONG françaises. Hein. Donc, Coordination Sud. Vous avez le site de référence pour les anglo-saxons qui s'appelle ReliefWeb, ReliefWeb. Voilà, où là, vous trouverez de l'offre ONG, mais vous trouverez aussi de l'offre ONU. Hein. Vous avez un site d'emploi en Suisse qui s'appelle Cinfo, cinfo.ch. Voilà, qu'est-ce que j'ai tendance à recommander comme site? Vous avez un site belge plutôt sur du développement qui s'appelle acodev, acodev.be, qui propose aussi des missions, beaucoup de volontariat pour le coup, mais qui propose des missions. Donc voilà, allez regarder dans votre analyse du marché de l'emploi aussi ce qui sort comme offre d'emploi aujourd'hui. C'est un critère extrêmement important à prendre en considération. Quels sont les enjeux aujourd'hui en termes d'emploi pour les ONG? Et puis, en fonction des réponses que vous aurez pu apporter à ces différentes questions, vous posez la question de votre stratégie de recherche d'emploi et de la méthode que vous souhaitez employer et de l'échéancier que vous vous donnez. Hein. À titre indicatif, c'est un secteur où la recherche d'emploi peut être longue. Les personnes que j'accompagne à Bioforce, moi, je leur présente un temps de recherche d'emploi qui correspond à un temps de recherche d'emploi aujourd'hui d'un demandeur d'emploi en France. Donc, je leur parle possiblement d'une recherche d'emploi qui peut durer jusqu'à 6 mois. Hein. Donc, ça vous donne une échéance, ce n'est pas anodin. Maintenant, en fonction des urgences et des enjeux, le recrutement peut se faire beaucoup plus vite. Mais voilà, c'est un secteur aussi qui est particulier. Donc, ça peut mettre un peu plus de temps. En termes de méthode, par exemple, vous pouvez vous dire, en termes de stratégie et de méthode, de réactiver votre profil LinkedIn. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des chasseurs de tête d'ONG qui viennent nous chercher directement sur ces lieux professionnels-là. Hein. Donc, toutes ces questions-là, posez-vous-les et puis après, mettez à l'œuvre votre plan d'action et la stratégie que vous avez choisi de mettre en œuvre. Voilà. Et puis après, pour celles et ceux qui auraient un peu plus de temps pour mettre à l'œuvre leur projet, je leur rappelle le forum des métiers mis en place par la CSI en novembre prochain, qui sera un moment extrêmement important de rencontre avec les acteurs du secteur et qui permettra à un certain nombre d'entre vous aussi de beaucoup mieux cerner leurs besoins et du coup de cibler votre candidature et votre approche de ce secteur-là. Donc, utilisez aussi ces espaces-là qui sont extrêmement précieux. Alors, la première question nous est adressée à nous, la CSI, donc je laisserai Marion répondre à celle-ci. Pourriez-vous nous donner plus d'informations sur le projet Coexiste? Est-ce qu'il y a des stages proposés pour les étudiants? Oui,
Alors, je vais répondre à cette question. Le projet Coexiste, en fait, a vraiment pour objectif principal de favoriser des partenariats entre les ONG et les entreprises, en se disant, les ONG et les entreprises, en fait, on imagine qu'elles ont des valeurs, des objectifs et même des expertises qui sont différentes, mais en fait, elles sont complémentaires. Et donc, du coup, l'incubateur Coexiste vient en appui à ces structures pour qu'elles puissent co-construire des projets de solidarité internationale. Donc voilà un peu pour l'incubateur Coexiste. Alors, on ne cherche pas, il n'y a pas vraiment de stagiaires, en tout cas, il n'y a pas de placement de stagiaires avec les partenaires avec lesquels on travaille. Par contre, on poste régulièrement pour la Cité de la Solidarité Internationale en général, hein, pas que pour le projet Coexiste, des offres de stage. Et je fais le lien d'ailleurs, peut-être qu'il y a des gens intéressés. Il y a une offre de stage en ce moment sur la communication pour pouvoir appuyer justement le développement de ce salon dont parlait Brigitte Evris tout à l'heure. Mais en ce moment, il n'y a pas d'offre de stage sur Coexiste spécifiquement. Voilà. Très bien, merci beaucoup Marion. Donc, continuons. La question suivante, donc c'est quelqu'un qui nous demande, pourriez-vous rappeler les noms des structures évoquées par Madame Louison? Alors, c'est une question qui est arrivée très très tôt dans la présentation. Brigitte, te souviens-tu des organisations que tu as mentionnées? Oui, c'est ça. Les premières, les petites, est-ce que peut-être vous voulez dire les structures d'envoi de volontaires? France Volontaire, la Guilde européenne du RAID. Marion me dit que ça doit être ça, oui. Ça doit être ça, hein. Ouais, Il me semble que c'est un des premiers slides, donc d'accord, ok. ça a dû arriver. Ouais. S'il s'agit, pour information pour le public, s'il s'agit des organisations d'envoi de volontaires, celles qui sont notamment habilitées par le ministère des Affaires étrangères français, très simplement, vous vous rendez sur le site de France Volontaire et parce que France Volontaire est une plateforme au sein de laquelle sont membres différentes organisations qui sont toutes habilitées à l'envoi de missions de volontariat en France. Donc, vous allez sur le site de France Volontaire, vous regardez dans la liste des membres de la plateforme, vous les trouverez et toutes les organisations qui sont mentionnées sur ce site sont des organisations qui sont du coup des organisations sérieuses d'envoi de volontaires et vous pouvez vous assurer que derrière, il y a des missions de qualité avec des partenaires solides. J'en profite également pour dire que aussi bien le volontariat de solidarité internationale, le volontariat de solidarité internationale n'est pas soumis à une question de nationalité. Première chose. Et deuxièmement, concernant le volontariat du service civique dont Marion a parlé tout à l'heure, il faut également savoir que depuis 2017, France Volontaire travaille au développement de ce qu'on appelle le volontariat de réciprocité, donc qui permet à des jeunes donc entre 18 et 25 ans, qui ne sont pas nécessairement français, de pouvoir réaliser des missions de service civique à l'international. Alors, des fois, c'est des missions donc sud-nord, mais ça peut être aussi des missions sud-sud. Voilà. Donc, les dispositifs de volontariat français ne sont pas réservés qu'aux citoyens français. Et encore une fois, rendez-vous sur le site de France Volontaire, du service de coopération au développement ou même de la guilde, de la délégation catholique à la coopération. Bref, toutes ces organisations auront toutes les informations que vous souhaitez avoir sur ce sujet-là. Et je rappelle par ailleurs que vous avez également à disposition sur notre chaîne YouTube le replay d'un Zoom métier qu'on a réalisé en septembre 2020 avec notamment Olivier Lagarde du service de coopération et développement. Et vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo, vous avez donc les timecodes avec les différentes questions qui seraient susceptibles les réponses aux questions que vous seriez susceptibles de chercher. Voilà, pardonnez-moi, j'ai été un peu lent. Donc je prends c'était très bien. Très bien. Merci beaucoup. Bien. Donc, je continue. Question suivante. Donc, je suis intervenante sociale auprès des demandeurs d'emploi Bac+2. Quelle est la formation qui correspond à mon niveau d'études? Alors, demandeur d'asile, elle rectifie juste après. Ah, autant pour moi. Oui, non, c'est pas... Voilà. Merci, Cécile. C'est un peu vaste. Ouais. Ça dépend aussi de ce que vous avez envie de faire dans ce secteur-là, en fonction de ce que vous en avez compris. Maintenant, intervenante sociale en tant que telle, c'est vrai que ce n'est pas un métier qui vous permettra de vous expatrier facilement, hein, parce que des intervenants communautaires, on en a. Peut-être si vous avez aussi des compétences de formatrice, pourquoi pas.
aller former des personnes intervenantes sur place. Maintenant, souvent, quand on travaille dans le social, souvent votre porte d'entrée, ça va être la coordination de projet pour partir sur des postes de chef de projet, soit sur des thématiques qui correspondent à votre expérience du moment, donc les populations réfugiées, soit sur, sur des postes peut-être plus généralistes. Je ne sais pas si je réponds à votre question, c'est un peu compliqué. En protection, peut-être, Brigitte, je ne sais pas ce que la protection, voilà, c'est ça, pourquoi pas. C'est ce que j'allais dire effectivement en conclusion. En fonction de ce que vous avez fait, possiblement aller regarder sur des postes en protection. Ouais. Protection, alors soit vous intervenez auprès de demandeurs d'asile au sens large, et c'est protection plus globale, soit par exemple vous intervenez auprès de mineurs isolés, auquel cas c'est des compétences qui peuvent effectivement se faire valoir auprès de certaines ONG. Maintenant, voilà, peut-être qu'en fonction de votre expérience, vous n'avez pas spécialement besoin d'une formation spécifique non plus et que peut-être des petites formations professionnelles qui ne soient pas des formations initiales conviendraient. Voilà, espérons avoir répondu à votre question. Merci bien, Brigitte. Question suivante, faut-il avoir un profil particulier pour se porter volontaire auprès des structures non gouvernementales d'envoi de volontaires? Non, ça, je peux répondre tout de suite à la question. Non, il n'y a pas véritablement il n'y a pas de question de statut, il n'y a même pas de question de nationalité, comme j'ai déjà précisé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui va jouer dans le recrutement, dans le cadre d'une mission de volontariat, c'est comme dans n'importe quel autre recrutement, c'est est-ce que votre profil va coïncider avec les besoins de la structure d'accueil sur place. C'est avant tout ça qui est prépondérant. Parce qu'il faut bien comprendre que le principe du volontariat est de mettre à disposition une personne pour une association et que cette personne va véritablement apporter aussi bien des compétences humaines que des compétences techniques et professionnelles dans les activités au quotidien. Mais donc, comprenez bien que là, c'est l'apport, ce que vous allez apporter au sein de l'ONG qui va faire que vous allez pouvoir être recruté sur un poste sur une mission de volontariat. Voilà, je ne sais pas si les filles, vous voulez apporter un complément. Non, c'est ça, c'est clair. Complet. Voilà, très bien. Donc, question suivante. Le service logistique siège nécessite-t-il la même formation que le poste de logisticien humanitaire? Non, pas spécialement. Vous pouvez effectivement intégrer le service logistique d'un siège d'ONG avec vos compétences du moment, si tant est qu'elles répondent aux besoins de l'ONG en question. Donc, on ne vous demandera pas de refaire un cycle de formation en logistique humanitaire particulièrement. Voilà. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit que les postes en logistique en siège étaient souvent réservés à d'anciens humanitaires. Maintenant, en fonction des compétences que vous pouvez apporter, vous risquez d'intégrer une équipe où le responsable peut-être logistique sera quelqu'un du cru humanitaire, j'allais dire. Mais à partir du moment où vous amenez des compétences qui correspondent à ses besoins, il n'y a pas de raison qu'on vous demande une formation spécifique en logistique humanitaire. Très bien, merci beaucoup. On avance. Comment peut-on intégrer le siège d'une ONG association après un master en RH, mais sans expérience terrain, pardon. Et sinon, comment se faire de l'expérience sans formation humanitaire initiale? Je me permets de rebondir, Driss, parce que je crois qu'il y a 3 questions qui tournent autour justement de compétences en ressources humaines. Donc, on a plutôt un master RH, comment se faire de l'expérience terrain sans formation humanitaire initiale. On a une deuxième personne qui nous dit, il y a obtenu un master RH avec 2 ans d'alternance. Quelle formation Bioforce recommanderiez-vous? Et la troisième, quels sont les postes d'entrée pour une diplômée RH? Donc il y a expérience terrain, formation et puis les postes d'entrée. Tout ça sur la RH. Ouais, ça fait beaucoup. Je suis perdue. Alors, pour intégrer un siège d'ONG avec un master en RH, vous pouvez candidater sur des postes de RH. On ne va pas vous demander d'avoir particulièrement une expérience terrain sur ces postes-là. En tout cas, voilà, ce n'est pas une obligation. Maintenant, comment vous faire de l'expérience terrain sans une formation humanitaire? En vendant vos compétences RH.
c'est-à-dire en trouvant un poste d'entrée qui soit possiblement un poste d'entrée. Par exemple, moi, je vous conseille de regarder sur les sites d'emploi les postes admin RH. Vous verrez administrateur RH. C'est une terminologie un peu particulière à nos secteurs professionnels, mais ça peut être un poste d'entrée. Maintenant, si vous sortez direct du master et que vous n'avez pas d'expérience professionnelle, ça risque d'être peut-être un peu compliqué dans une première approche, puisque le secteur humanitaire, ça je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais demande à ce que les personnes qui candidatent chez elles aient développé des compétences, et ils partent du principe, à juste titre, que les compétences se développent dans nos expériences professionnelles ou autres. Donc, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, ça va peut-être être compliqué de partir directement sur le terrain sur ces postes d'admin RH. Maintenant, vous pouvez tout à fait partir avec une structure comme France Volontaire ou une structure d'envoi de volontaires et vous faire une expérience sur le terrain. Ça, c'est pas du tout, on ne va pas vous demander voilà, plus d'informations. Et pour la personne qui a fait sa formation en alternance, là, pour le coup, vous avez un ancrage professionnel et de l'expérience à faire valoir. Voilà, donc si vous vous tournez vers l'humanitaire, vous pouvez tenter de candidater sur un poste d'admin RH pareil, comme pour votre collègue. Et puis sinon, franchement, très honnêtement, quand vous êtes jeune professionnel, ça c'est un petit conseil que je peux vous donner, n'ayez pas peur de vous bâtir un projet professionnel sur plusieurs années en vue d'intégrer le secteur. Si vous voyez que vous sortez d'études, que vous avez besoin d'aller vous développer en termes de compétences, si on vous propose un poste en France ou, je ne sais pas moi, ou en Suède ou où vous voulez, mais qui vous permettent de développer vos compétences cœur de métier, n'hésitez pas à vous dire, tiens, je vais aller chercher ces compétences cœur de métier que demain, je mettrai à disposition plus facilement de ce secteur humanitaire parce que je les aurai acquises et assimilées. Maintenant, sinon, après, vous avez typiquement une formation qui peut se retrouver dans nos formations à nous sur des formations de responsables RH et financiers. Voilà. Maintenant, je ne suis pas spécialement... voilà, je vous recommanderais peut-être plus d'aller chercher de l'expérience, moi, à titre personnel et en tant que conseillère, pas vous vendre spécialement une formation supplémentaire. Mais bon, après, à vous de voir. J'ai répondu à que 2 questions, je crois, en termes RH. Il y en avait 2 qui se rejoignaient puisque c'était comment intégrer une ONG et quels étaient les postes d'entrée. Donc au final, c'est ça. Quel poste d'entrée pour une diplômée RH, ouais. Voilà. Ouais. Ok, donc poste d'entrée plutôt admin. Cherchez des postes d'admin RH. Et puis en siège, de RH classique. Et puis si vous n'avez pas d'expérience, je vous conseille d'aller vous faire d'expérience, même si ce n'est pas en secteur humanitaire pur. Très bien, merci Brigitte, merci beaucoup. Bien, j'espère que ça répondra à la question de la personne. On continue. Donc, j'ai une expérience de 10 ans dans l'enseignement et la formation d'adultes en marketing et entrepreneuriat. J'accompagne bénévolement des petites associations de solidarité internationale dans le montage de projets et la recherche de financement. Quelle opportunité de recrutement sans titre dans le domaine humanitaire? Donc là, on est encore sur les questions de transposition des compétences, clairement. Brigitte, tu vas me compléter, mais moi, il m'apparaît que voilà, ce sont des compétences qui peuvent être recherchées par certains acteurs associatifs et que là, en termes de transposition, je pense que c'est tout à fait faisable. Ouais. Cherchez des petits postes de chef de projet ou de responsable projet, puisque c'est déjà ce que vous faites avec les associations que vous accompagnez. Donc, je me dis que ça peut être intéressant comme compétence à transposer dans le secteur. Et puis après, le marketing, ça peut aussi être intéressant. Alors voilà, pas peut-être pour vous expatrier tout de suite, mais il y a peut-être des compétences que vous avez développées dans ces expériences professionnelles-là qui vont pouvoir intéresser le secteur humanitaire. Mais le fait que vous ayez travaillé sur du montage de projet, moi, je trouve que ça vaut le coup de valoriser ces expériences-là et de voir sur des postes, je dis petits postes de chef de projet pour pas que vous vous retrouviez en coordination de projet et que ça ne soit pas une porte d'entrée ad hoc pour l'instant, mais des postes de chef de projet, on en trouve en valorisant vos engagements associatifs. Ou votre chef de projet dans le marketing entrepreneuriat, parce que vous en avez sûrement aussi des compétences de manager de projet dans ce contexte-là professionnel. Merci Brigitte. Donc, on poursuit. Quelqu'un nous demande quelle formation permet d'avoir rapidement un ancrage professionnel? Eh bien, ça dépend de ce que vous cherchez, cher monsieur ou chère madame.
Moi, je vous conseille des formations qui vous permettent d'être rapidement en situation professionnelle, si c'est ce vers quoi vous voulez aller. Donc, par exemple, si vous me dites, moi, je suis intéressée par la logistique, moi, je vous recommande de faire un simple BTS en logistique avec une expérience en logistique derrière. Ça va suffire aujourd'hui parce que vous allez développer des compétences et c'est ça qui va nous intéresser. Maintenant, si vous voulez être un spécialiste du droit international, comme le mentionnait Cécile tout à l'heure, bah, allez sur des formations plus théoriques qui vous apporteront un autre ancrage professionnel. Donc, voilà, je ne sais pas trop quoi vous répondre. Peut-être si je peux rebondir. Oui, vas-y. Sur les formations qui sont homologuées, humanitaires aujourd'hui, la plupart sont quand même assez professionnalisantes. Oui. Et c'est parce que justement, le but, c'est de préparer au mieux. Donc, si vous avez déjà c'est souvent des formations qui sont accessibles avec un bac+4 ou bac+5. Mais si vous avez déjà une formation initiale et que vous avez la volonté de vous former spécifiquement sur le secteur, vous aurez une formation professionnalisante avec, par exemple, des projets à construire pendant votre formation. Vous aurez aussi accès à un réseau qui peut être important. Donc voilà, peut-être pour rebondir sur la parenthèse, vraiment sur les formations humanitaires. Humanitaire, développement, de manière générale, oui. Ouais. Oui, humanitaire, développement. C'est vrai qu'il y a plein de masters en France et ils ne sont pas tous connus, peut-être pas tous valorisés, mais l'IRIS est très valorisé. Il y a certains masters que les acteurs de l'humanitaire apprécient. Donc oui, ça peut être des formations qui peuvent permettre un ancrage professionnel, comme vous le souhaitez, plus facile. Mais ça dépend du métier que vous voulez faire, je pense. Très bien, merci pour ces réponses. Tant qu'on est sur les questions de formation, donc quelqu'un qui nous demande, après un bac professionnel, service de proximité et vie locale, et un service civique avec des réfugiés en France, vers quelle formation aller? Les services d'aide à la personne, services civiques. Là, à mon avis, il faudra que vous questionniez votre projet parce que bon, voilà, les compétences d'aide à la personne, c'est des compétences que vous avez développées. Certaines compétences vont pouvoir être transposées dans le secteur, mais en tant que tel, le métier pas, très honnêtement. Donc, peut-être vous poser la question de quel est le métier qui pourrait vous attirer aujourd'hui dans ce secteur humanitaire et puis comment vous pourriez l'atteindre. Ça peut être de la logistique, ça peut être tout plein d'autres choses. Hein. Je ne sais pas trop, mais questionnez peut-être plutôt vos envies que votre métier initial parce que la transposabilité sera plus compliquée, à mon sens. Très bien. Allez, on continue. Alors, encore une question sur les formations. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les formations spécifiques qu'un médecin qui aspire à travailler exclusivement dans le domaine humanitaire peut faire. Tu vas compléter, Brigitte, mais j'aurais tendance à dire qu'un médecin, de base, il a la formation quasi historiquement reconnue pour faire de l'humanitaire. Voilà. Cher monsieur ou madame, je ne sais pas, mais voilà, votre métier déjà vous amène à pouvoir transposer vos compétences. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont vos expériences qui peuvent faire la différence. Vos expériences en tant que médecin. Peut-être que si vous faites médecin généraliste dans un cabinet et que vous consultez en France, voilà, les gens comme moi qui sont malades, peut-être que vous intéresserez moins à une ONG que si vous êtes médecin urgentiste, par exemple, ou qu'un médecin qui a fait de la chirurgie, ou qu'un médecin qui a travaillé dans des services de réanimation, par exemple. Hein, donc, posez-vous la question de ce que vous voulez faire de votre expérience de médecin, ou si vous en avez déjà, je ne sais pas, laquelle est-ce, et comment vous allez pouvoir l'apporter au secteur humanitaire. Mais en tant que tel, votre métier est transposable. Maintenant, évidemment, c'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant qui peut aussi faire la différence. Donc, pour moi, vous n'avez pas spécialement besoin d'une formation supplémentaire. Maintenant, peut-être qu'on vous proposera des formations en santé tropicale, en santé publique, hein, mais ce n'est pas une obligation. Je vous la lis. Venant du monde professionnel classique, j'aimerais faire une immersion stage entre 1 semaine et 1 mois dans une structure type ONG. Est-ce que cela est possible? Je pense que ça doit être possible. Faites des demandes et faites des propositions aux ONG que vous aurez ciblées.
Parfois, c'est en étant force de proposition qu'on suscite aussi le besoin. Hein, donc, tenter. J'imagine que oui. En tout cas, nous, par exemple, à Bioforce, on a régulièrement des gens qui sont en stage d'observation. Donc, nous, on est une ONG de formation, certes, mais je pense que si nous le faisons, possiblement d'autres ONG peuvent vous le proposer. Donc, tentez. Mais sûrement pas à l'international. Ah oui, je rebondis, je ne sais pas si vous voulez faire une semaine ou un mois d'observation. Alors, une semaine, vous ne pourrez pas partir à l'étranger, mais un mois, pensez pas le faire à l'international. Ça, pour le coup, les ONG ne vont pas accepter. Ça sera sur un siège. Question de sécurité, hein, tout simplement. On poursuit. Donc, on a une personne qui nous demande, est-ce que l'ingénierie pédagogique est une compétence recherchée dans l'humanitaire? Oh oui, et de plus en plus, on a de plus en plus de postes aujourd'hui affectés à la capacité à mettre en œuvre des programmes de formation pour nos équipes. Donc oui, je pense que c'est un métier qui, par exemple, c'est un métier qui n'existait pas quand moi je me suis lancée dans l'humanitaire, et c'est un métier qui existe aujourd'hui. Alors je ne dirais pas qu'il y en a 100 millions sur les sites d'emploi tous les ans, mais oui, vous pouvez transposer vos compétences en ingénierie pédagogique dans notre secteur. Ouais. Voilà qui répond à la question. Question suivante. Donc, le logisticien de l'humanitaire me paraît être un profil qui doit être hyper polyvalent par ses compétences. N'attendons pas de sa part d'être surtout un bon manager sur le terrain. Alors, tout à fait, vous avez bien compris, mais c'est non seulement le log, mais aussi l'administrateur, mais aussi le chef de projet, mais aussi le WASH, mais aussi le référent santé, qui sont des managers sur le terrain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on part sur de l'expatriation, nous sommes automatiquement en position de manager des équipes. Et effectivement, le logisticien, on ne va plus lui demander de faire un calage de moteur ou de savoir comment entretenir ses véhicules. Il va plutôt être en capacité de trouver le bon garagiste, de mettre en place le bon contrat de maintenance et d'entretien avec lui, et de superviser que le contrat est bien mené. Donc effectivement, le logisticien est de plus en plus un manager, et ce métier a beaucoup évolué en ce sens, effectivement. Et peut-être pour compléter, ça rentre aussi dans une démarche, le fait que tous les expatriés aujourd'hui aient un poste de manager, ça rentre aussi dans une démarche qui est de plus en plus prégnante, j'ai l'impression, de renforcement de capacité, en disant qu'en fait, les acteurs locaux, ils connaissent leur terrain, donc ils sont les premiers acteurs de l'humanitaire. Et du coup, voilà, c'est vraiment une démarche d'appui et aussi de pouvoir les former, renforcer leurs capacités pour qu'ils soient en mesure de porter les projets par la suite. Et ça rentre dans un débat plus général dans l'humanitaire aujourd'hui, qui est la localisation de l'aide. Hein. On l'a vu avec la crise Covid aujourd'hui. Comment on fait quand en fait, les frontières sont fermées et on ne peut plus faire partir les ressources, qu'elles soient matérielles ou humaines, sur les terrains? Voilà, il faut aujourd'hui se poser la question de la localisation de l'aide. Donc ça rentre aussi, cette notion de il faut être des managers, ça rentre aussi avec ce lien de renforcement de capacité. Ouais, merci, ouais. Je vous propose qu'on continue. Donc, question suivante. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur votre master en coordination de projet? Quelles connaissances avez-vous pu acquérir? Quelles compétences avez-vous pu développer? Comment se déroule ce master? Quels sont les débouchés? C'est une question assez complète. Je pense qu'elle s'adresse du coup à Marion et Cécile. Bon, ça tombe bien, on a fait le même, du coup. Je sais pas, tu veux commencer, Marion? Oh, vas-y, je t'en prie, ouais. je réponds direct. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur votre master, peut-être de manière assez macro? Déjà, comme le disait Marion, c'est un master qui est professionnalisant, donc l'objectif derrière, il est assez clair. Les débouchés sont aussi assez préidentifiés. La manière dont ça se déroulait, c'est qu'on avait effectivement des cours théoriques, des cours méthodologiques. Je rentrerai plus dans les détails sur la question d'après, sur les connaissances, mais voilà, c'était divisé en cours méthodo, cours aussi en relations internationales et analyse géopolitique, géostratégique, avec différents cours sur des zones en fait géographiques et sur les enjeux voilà, de ces zones-là en particulier.
Et puis, on avait également, ce qui nous prenait une grosse partie de l'année, un projet à mener avec une ONG. Donc, en l'occurrence, on a travaillé toutes les deux sur un projet en RDC, sur la résilience au déplacement pour les personnes déplacées internes au Nord Kivu en RDC pour l'ONG Solidarité Internationale. Donc, quand je disais que c'était professionnalisant, là, pour le coup, c'était particulièrement à travers cet angle-là de notre master, où on mettait finalement en lien, en application, les compétences méthodologiques qu'on avait pu acquérir en cours. Donc, il fallait absolument faire tout depuis le début, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire l'analyse de contexte avec potentiellement des contacts avec des personnes sur place grâce à Solidarité, aux personnes de Solidarité qui nous mettaient en lien avec des coordinateurs, des personnes qui étaient sur le terrain. Donc ça allait vraiment de l'analyse, tout le cycle de gestion de projet en fait, hein, de l'analyse terrain à finalement, alors l'évaluation non puisqu'on ne l'a pas mis en place, mais en tout cas toutes les étapes de conception de projet, de conception d'un cadre logique, etc. Ce qui m'amène finalement à la deuxième question qui est quelles connaissances avez-vous pu acquérir. C'est des connaissances avant tout méthodologiques en conception d'un cadre logique, donc bien déterminé derrière au projet, des objectifs, les résultats qu'on souhaite atteindre, comment on va mesurer ces résultats avec des indicateurs, etc. Comment on va mettre en œuvre ce projet concrètement à travers des activités, un budget, l'identification d'un bailleur. Donc potentiellement construire un budget, construire une concept note de manière différente en fonction du bailleur auquel on s'adresse. Et comment se déroule ce master? J'y ai répondu. Et quels sont les débouchés? Alors peut-être Marion, peut-être rétrospective, si tu as une vision plus globale des personnes qui étaient avec nous dans le master. Du coup, moi j'ai travaillé en tant que coordinatrice projet, toi en tant que grants, je crois. Grosso modo, quelles sont les autres peut-être professions qu'on peut charger de mission de manière assez transverse, hein, de manière assez générale, mais... Oui, c'est ça, hein. Vu que c'est de la coordination de projet, c'est plus des postes de chef de projet, chargé de mission, chargé de reporting, dans un premier temps, hein, qui peuvent évoluer évidemment après sur des postes d'adjoint chef de mission ou chef de mission. Plus que des postes... alors, je ne sais pas si on a fait la distinction, mais c'est vrai qu'on parle souvent de postes opérationnels et de postes support. Donc, ou de postes support plus logistique, ressources humaines ou finances. Mais du coup, c'est vrai que ce ne sera pas des postes... ça n'ouvrira pas des opportunités sur des postes techniques sur de l'eau, hygiène, assainissement pur et dur comme on peut l'entendre, parce qu'il y a une petite introduction sur ces différentes interventions humanitaires, donc les principales eau, hygiène, assainissement. Il y a une introduction sur la nutrition, la sécurité alimentaire, mais ça ne permet pas d'avoir des postes vraiment techniques, par contre, d'experts. Par contre, tous les postes de coordination peuvent être envisagés après cette formation. Oui, on a un peu une casquette généraliste et d'ailleurs ça se voit, c'est-à-dire qu'on a Marion a fait un master avant aussi, donc elle avait une valise, elle avait quelque chose, des bagages avant d'arriver à l'IRIS, moi pareil de mon côté, mais finalement cet apport méthodologique nous a permis de pouvoir travailler à la fois sur des projets santé, des projets plus droits de l'homme, protection, donc ça donne des compétences très transverses, très transversales. J'espère qu'on a répondu. Alors, on a une personne qui nous demande, donc voulant travailler avec un public de réfugiés et de migrants dans l'humanitaire plus tard, quelles formations correspondent à ce projet et vers quel organisme se tourner? Alors, il existe des formations aujourd'hui qui prennent en compte l'approche de ces publics-là. Donc, peut-être regarder une formation. Après, j'aurais tendance à vous dire, mais quel métier vous voulez faire avec ce public-là? On en revient toujours à la question du métier, hein, parce que vous pouvez très bien me dire, moi j'adore monter des projets, donc j'irai plutôt sur de la coordination de projet. Mais vous pouvez aussi me dire, moi j'adore le truc matériel et je me verrais plus logisticien pour travailler dans du shelter, dans l'accueil de ces publics-là, en montant des tentes dans les camps d'accueil, en travaillant à la distribution de denrées alimentaires. Voilà.
Donc, posez-vous la question peut-être du métier que vous voulez faire. Le public cible, certes, il arrivera parce que c'est un public d'humanitaire, enfin d'organisation qui intervient en humanitaire. Et puis, vous pourrez transposer. Après, commencez dès maintenant, je ne sais pas où vous êtes, mais commencez dès maintenant des actions de bénévolat, possiblement auprès de ce public-là, pour mieux en connaître aussi ses spécificités, ses besoins, ses enjeux. Hein. Ce sera toujours du temps de gagner et de l'expérience gagnée après à valoriser auprès d'une ONG. Une formation alors qui est pour le coup plus théorique, mais qui peut être complétée, hein, c'est aussi tout ce qui est droit des réfugiés. Ouais, tout à fait. Des projets d'accès aux droits aujourd'hui dans des camps, je pense aux camps européens notamment, hein, camps en Grèce, en Italie, etc. C'est à mon avis une formation qui est extrêmement valorisable dans ces contextes-là aussi. Donc voilà, droit international humanitaire, des IH et droit des réfugiés, je pense. Droit des étrangers, pardon. Quel est le processus d'intégration au sein des ONG humanitaires pour les professionnels locaux? La personne précise bien qu'elle parle bien de recrutement d'acteurs locaux sur le continent africain. Ouais, c'est le même monsieur qui nous dit qu'il est pharmacien en Guinée, tu vois, après. Oui. Je pense que voilà. Pour répondre à votre question, vous savez, quand une ONG s'implante quelque part, elle fait des appels à recrutement, hein, à candidature, et elle va mettre en place les mêmes processus de recrutement que ceux que vous connaissez déjà. Donc après, si vous voulez trouver un poste de pharmacien auprès d'une ONG qui chercherait un pharmacien demain en Guinée, vous pouvez tout à fait candidater et lancer un processus de recrutement avec eux. Donc, enchaînons, l'heure avance. Donc, ça tourne. Ouais, l'heure tourne. Quelqu'un nous demande, les non-jeunes en reconversion professionnelle dans l'humanitaire, c'est possible? Point d'interrogation. Mais oui, monsieur ou madame, au contraire même, vous avez plus d'atouts à faire valoir, à mon sens, que parfois quelqu'un qui est tout jeune professionnel, parce que vous avez possiblement de l'expérience et donc des compétences à faire valoir, et une connaissance de vous aussi, et du savoir-être qui s'est développé. Donc oui, c'est possible. Parfait. Petite question rapide, y a-t-il l'équivalent de Bioforce en région parisienne? À ma connaissance, non. Il y a des masters en région parisienne, notamment l'IRIS, mais il n'y a pas Bioforce. Unique en France, je pense. Voilà. La manière de fonctionner de Bioforce. Unique au monde. Unique au monde. N'ayons pas peur des mots. Europe. Bien, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Oui, donc quelqu'un nous demandait, vous parliez d'un large panel de métiers. Pouvez-vous quand même nous dire quels sont les postes les plus recherchés actuellement? J'aurais bien du mal à vous dire. On a toujours besoin de personnes, comme disait Marion, de fonctions de service, hein, la logistique, l'administration, voilà. On a besoin d'opérationnels. Maintenant, c'est vrai que dans le contexte actuel, aujourd'hui, c'est peut-être un peu compliqué parce que le déploiement du personnel international n'est pas favorisé par la situation Covid, parce que certains contextes ne sont pas faciles d'accès. Donc, ça peut aussi être des biais à l'embauche, mais moi, je dirais tout type de métiers qui correspondent aux besoins. Alors, les métiers dans lesquels on recrute le plus… ça change tellement vite, en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Ça va dépendre aussi de l'actualité humanitaire du moment. Je ne pourrais pas vous répondre comme ça, de façon large. C'est vrai qu'il y a beaucoup de postes sur les sites d'emploi de responsables projet, de coordinateurs. On sent que la capacité à manager des projets est une compétence extrêmement demandée dans le secteur. Mais après, il y a tout plein d'autres postes d'entrée. Maintenant, c'est vrai qu'on a vu une évolution, comme le disait Marion tout à l'heure, la logistique qui était des postes 100% expatriés quand moi, je me suis lancée dans le secteur humanitaire il y a 20 ans, sont aujourd'hui des postes quasiment tous nationalisés. Donc, on a peut-être moins de postes d'expatriés à proposer. Donc ça, c'est une donnée du secteur dans son évolution qui n'est pas négligeable. Maintenant, vous dire quels sont les métiers qui permettent le plus de partir… Il y en a de plus en plus aussi. Voilà, il y a plein de métiers qui se créent tellement. Voilà, c'est ça. C'est un secteur qui crée beaucoup de métiers nouveaux. Donc, restez en veille et puis comparez les compétences que vous avez avec possiblement ce que vous pouvez identifier en termes de besoins.
Alors, quelqu'un me demande quel est l'avantage de choisir Bioforce au lieu d'un master en université. Pareil, ça dépend de ce que vous voulez en faire. C'est horrible, hein, cette réponse, ça dépend, ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez en faire. Les formations Bioforce, c'est des formations professionnelles. Nous, on n'est pas référencé, par exemple, au ministère de l'Enseignement. On est référencé auprès du ministère du Travail. Donc, nos formations, elles sont directement en prise avec les besoins, justement, du secteur professionnel pour lequel nous allons former nos gens. Donc, c'est des formations très opérationnelles, très boîte à outils, voilà. Une formation plus master est une formation peut-être où vous aurez plus de matière intellectuelle ou de connaissances à intégrer. L'un n'est pas contradictoire avec l'autre, ça dépend un peu de ce que vous avez envie d'en faire, enfin, à mon sens, de ce que vous avez envie d'en faire. Alors, une qui concerne les formations Bioforce, qui sont notamment celles qui sont programmées en mars. Donc, la question Covid, est-ce que ça va se tenir en présentiel ou pas? J'imagine que dans tous les cas, il y aura des possibilités de formation à distance. De toute façon, là, on a passé toutes nos formations en distance. Donc ouais, il y a de fortes chances pour que on soit encore en distanciel, hein. Tout à fait. Mais voilà, tout ça pour dire que Maintenant, les on fait formations sont maintenues. Ah ouais, par contre, toutes les formations sont maintenues. Mais quand vous vous inscrivez, pensez bien que l'épée de Damoclès qui pend au-dessus, c'est du distanciel, hein. Et ça, faut pas que faut pas que vous gériez trop de frustration autour de ça, parce que aujourd'hui, c'est la réalité de notre quotidien. C'est qu'on a passé toutes nos formations en distanciel. On essaie de faire notre possible pour que tous les modules techniques, notamment par exemple pour les responsables de projets eau, hygiène et assainissement, qui ont quand même des modules très techniques où on va gérer des pompes, on va faire du forage, etc. On essaie de vous les maintenir en présentiel, mais tout le reste, oui, c'est tout en distanciel aujourd'hui. Ouais. Je prends une question qui est sur le live YouTube. Une personne qui nous demande, donc je suis réfugié en France avec une certaine expérience professionnelle dans l'humanitaire dans mon pays. Puis-je savoir comment intégrer l'humanitaire avec mon statut? Donc je pense que la personne se demande si elle peut travailler dans le secteur avec un statut de réfugié en France. De mémoire, il me semble que dès qu'on a le... Alors, il faut que vous ayez votre titre de séjour, ça, voilà, par exemple en France, pour être recruté officiellement par une ONG française, ou en Suisse ou en Suède, si vous voulez candidater auprès d'une structure de ces pays-là. À partir du moment où vous êtes, j'allais dire, sereine au niveau de vos papiers, oui, bien sûr, vous pouvez vous faire recruter par une ONG. Mais vous avez le droit de travailler, oui. Voilà, vous avez le droit de travailler. Mais il faut qu'effectivement, votre situation administrative le permette. Et ça, c'est souvent le plus compliqué. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais si la situation administrative le permet, il n'y a pas de raison qu'une ONG ne vous propose pas un contrat si vos compétences conviennent à ses besoins. Tout à fait. Je me permets de rebondir, Driss, peut-être avant que tu prennes une autre question, puisque la personne qui nous a posé la question sur YouTube tout à l'heure a rebondi et dit « J'ai le titre de séjour avec un master en santé publique et je voudrais faire de l'humanitaire à l'international. Que faire pour être recruté sans avoir fait une autre formation en France ?» Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Brigitte, mais pour moi, il y a une question derrière peut-être cette question-là d'équivalence, mais s'il a un diplôme Exactement. public dans son pays, c'est certainement peut-être là que doit se jouer le principal enjeu, finalement, l'équivalence, trouver l'équivalence en France. Exactement. Votre souci, ça va être l'équivalence. Et parce que la santé publique, c'est forcément un secteur, un domaine dans lequel on a besoin de gens aujourd'hui. Et Cécile et Marion, qui ont travaillé un peu sur de la santé, doivent le savoir mieux que moi. Enfin non, surtout Marion. Par contre, je fronce les sourcils, mais oui, Marion surtout. Mais par contre, je sais pas vers quel organisme orienter cette personne pour justement se renseigner sur ces dispositifs d'équivalence. Ouais. Ça, c'est... Je crois qu'il existe, il faudrait que je regarde et que je vous envoie un lien. Je crois qu'il existe un site en France pour la reconnaissance des diplômes. Maintenant, je ne sais pas comment ça marche. D'accord. Mais on a régulièrement ce souci à Bioforce, pour vous dire vrai, de personnes qui ont des diplômes obtenus dans d'autres pays, qui viennent même parfois faire des formations à Bioforce et qui parfois sont quand même coincés auprès de certains employeurs sur la reconnaissance de l'équivalence du diplôme.
C'est bête, mais bon, voilà. Je pense Ah que les oui. employeurs ONG, ça les touche moins à partir du moment où il y a les compétences. Je pense qu'ils valorisent bien, mais après, c'est toujours pareil, c'est du quoi, ça coince au niveau administratif. On a une personne qui justement vient de nous donner un lien. Ça s'appelle le centre Enic Narik France. Ah, Demande voilà, c'est ça. d'attestation, ça se passe en ligne. Ouais, Je vous envoie le lien. c'est celui que je connais, Hop, effectivement. Très bien, merci. merci à vous. Ouais. Et la dernière question que j'ai gardée volontairement pour la fin, alors quelle est la différence entre Bioforce et la CSI? Youhou! Alors, je vous la fais rapide, le logo de Bioforce, il est orange, le nôtre, il est vert. Voilà. Et c'est des couleurs qui se complètent bien. Tout à fait, tout à fait. Non, plus sérieusement, alors la différence entre Bioforce et la CSI, il y a déjà une question de statut, c'est que Bioforce est une association, une ONG, là où nous, la CSI, nous sommes un service d'une société d'économie mixte qui s'appelle la Maison de l'économie développement. Pour vous la faire très rapide, en fait, donc la Maison de l'économie développement, qui est la structure qui pilote la CSI au quotidien, est mandatée par la communauté d'agglomération de Annemasse-les-Voirons, qui, en 2008, a décidé de se développer, de se doter, pardon, d'un outil lui permettant d'être en appui, de fournir un appui aux acteurs de la solidarité internationale, que ce soit les individus en recherche de connaissances et d'accès aux différents métiers de la solidarité internationale, ou que ce soit les associations qui ont besoin d'un appui, que ce soit un appui en termes d'hébergement, un appui en termes d'aide au développement de projets, ce qui, entre 2008 et 2021, a conduit au développement des 3 projets que j'avais mentionnés en début de session, donc Cogit, Cohabit et Coexiste. Et aussi le développement de notre salon sur les métiers de la solidarité internationale. Bioforce, par ailleurs, eux, donc, ils sont, comme je l'ai dit, une association. Ils ont donc une grande activité de formation qu'on a eu l'occasion de mentionner à plusieurs moments dans ce webinaire, mais ils ont aussi, par ailleurs, et Brigitte, tu me compléteras, des actions sur le terrain. Donc, Formation. De formation, d'accord. Ouais. Voilà. Ouais. Donc avec on ne va pas mener de programme nous-mêmes, enfin, on va mener des programmes, mais de renforcement des capacités. Donc, on reste dans notre cœur de métier qui reste le transfert de compétences et, tu vois, la formation. Voilà. Ouais. Là où nous, la CSI, de temps en temps, au gré de nos activités, on contribue à réaliser des actions qui permettent le transfert de compétences. Mais de manière générale, nous pilotons nos activités de manière multi-acteur, dans une démarche partenariale. Et on va être plus, nous, un facilitateur entre j'ai un besoin et j'ai des connaissances qui peuvent, des expertises ou des techniques qui peuvent aider à compléter des besoins. Et nous, on va être en fait cet acteur qui va lier, qui va permettre aux acteurs, aux gens, aux organisations de se connaître, de se rencontrer et de co-développer ensemble des projets et de trouver des solutions. Voilà, eh bien, écoutez, ceci nous amène à la conclusion de ce webinaire. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis pendant ces 2 heures et 13 minutes. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce webinaire vous aura apporté toutes les informations que vous souhaitiez. Je remercie bien évidemment donc Brigitte pour sa participation à ce webinaire. Le premier de l'année, ce n'est pas le premier qu'on fait ensemble. Et on sait déjà qu'il y en aura plusieurs autres à venir dans le courant de l'année. Notre prochain webinaire, donc toujours en partenariat avec Bioforce et la Cité des Métiers, aura lieu le 4 mars prochain. On ne vous dit pas encore sur quel thème il sera, c'est une surprise. Mais en tout cas, toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la Cité, donc cité-solidarité.fr, et ainsi que sur nos réseaux sociaux, bien évidemment, et ceux de Bioforce. Voilà. Je remercie également donc, Cécile et Marion pour leur participation, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup d'être restés avec nous jusqu'au bout. C'était très chouette. Merci à tous. Bonne continuation à chacun et chacune. Ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.